Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission Femmes et hommes d'influence. Chaque mois, nous partirons à la rencontre de femmes et d'hommes qui, à travers leur charisme, leur vision, leur style de management, ont une influence très forte sur leur entreprise et plus généralement sur leur secteur d'activité. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Ledoux. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste et vous avez réalisé ce premier numéro avec Serge Trigano. Racontez-nous cette rencontre avec Serge Trigano. Alors Serge Trigano, c'est quelqu'un a priori qui est un petit peu froid, distant, on se dit oulala, comment ça va se passer. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que tout ça, c'est une grande timidité. C'est un homme très humain, plein d'émotions et même d'une grande sensibilité. Et c'est ce que j'ai trouvé et sans doute tous les gens qui ont travaillé avec lui ont eu le même sentiment. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cet homme est un homme finalement d'exception ? Alors Serge Trigano, c'est évidemment la grande aventure de sa vie, c'est le Club Méditerranée, mais c'est aussi la grande aventure de son papa, puisque c'est son père qui a monté ça. Mais Serge a suivi la lignée et c'est lui qui a lancé un petit peu tout cet âge d'or du Club Méditerranée. Donc Serge est vraiment un homme véritablement visionnaire et aujourd'hui, à plus de 60 ans, il a monté le Mama Shelter, qui est un hôtel-restaurant très branché. Et donc c'est vraiment un homme d'influence, un homme d'avenir, un homme qui a une grande vision. Très bien, mais je vous propose de partir à la rencontre donc, de Serge Trigano, un homme d'influence. C'est un sujet de Virginie Ledoux pour Puma Média et la chaîne Echo. Je pense que les hommes d'influence ne cherchent pas à être des hommes d'influence. Je pense qu'ils sont. Ils sont par les valeurs qu'ils portent et par la vision qu'ils ont de faire de leur entreprise, donc sans être manipulatoire et sans manipuler. D'abord, le club est né en 1950, j'avais 4 ans, donc à l'époque je n'étais pas très actif. Et ces deux hommes, Gérard Blitz, qui est le fondateur du club et qui a fait appel à Gilbert, qui l'a rejoint, évidemment, c'est ces deux hommes-là qui ont fondé le club. Avec l'idée au départ de faire une association à but non lucratif et d'essayer de donner un peu de bonheur à des gens qui avaient vécu les drames de la Deuxième Guerre mondiale. Le début du club, c'est ça, avec des hommes et des femmes qui viennent plus pour s'amuser que pour travailler, qui sont plus ou moins bien payés, des fois pas payés du tout, mais qui prennent un tel plaisir à cette aventure que l'histoire se bâtit comme ça. Il y a un premier village qui est un succès, puis un deuxième, puis les gens adorent, ça fait bouche à oreille, et puis ça devient ce que c'est devenu quelques années après. Dans 5 ans, les jets, les gros porteurs de 450 places, vont nous permettre à vous et à moi d'aller de Paris à New York et de revenir pour meilleur marché que cela nous coûte d'aller de Paris à Nice. Et meilleur marché que ça nous coûtait à nos pères d'aller de Paris à Orléans. Parce que c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Tout va infiniment plus vite. Et je crois que dans 5 ans, si on le veut, on pourra aller passer ses vacances en Martinique, aux Antilles, à La Réunion, à Tahiti, avec presque plus de simplicité que cela n'était faisable il y a 15 ans d'aller sur la Côte d'Azur. Dans l'idée du club, tout était révolutionnaire. L'idée de partir en vacances dans les années 50 était révolutionnaire. L'idée de proposer à des gens de partir dans des endroits du monde, de payer avant de partir et de se retrouver dans un lieu où tout serait compris était révolutionnaire. Toute l'histoire du club est une histoire de révolution. Le club a cassé les codes de l'industrie du tourisme. C'est fait en 93-94, on était en plein dans une crise économique qui était les soubresauts de la guerre du Golfe, qui avait considérablement porté atteinte à l'industrie du tourisme, à des tas d'autres facteurs terribles, épouvantables, mais entre autres au monde du tourisme. Donc la passation de témoins s'est passée à ce moment-là, dans des conditions un peu délicates, avec des actionnaires qui étaient un peu tendus. Moi, j'avais vécu déjà 30 ans dans le club, donc je connaissais cette maison. Et puis, j'ai mis en place un certain nombre d'hommes et de femmes avec lesquels j'avais envie de faire. Donc, il faut des hommes qui aient des femmes, qui aient de l'énergie,
qui soit prêt à beaucoup travailler. S'occuper des vacances des autres, c'est énormément de travail. Ce qui a fait la force du club dans ces 40 premières années, c'est sa capacité à se réinventer tous les jours. Le club a tous les jours pris des risques. Il a réussi des choses, il a raté des choses, mais on n'est pas leader, on n'est pas pionnier si on ne prend pas des risques en permanence. J'essaie d'avoir un management de proximité, d'être proche des gens, d'être parfois un peu trop dans les détails et en même temps de donner aux garçons et aux filles qui m'entouraient la possibilité de s'épanouir, de leur dire qu'ils pouvaient se tromper et qu'on avait le droit à l'erreur dans une entreprise comme le club, dans la mesure où on était capable de le reconnaître et de la corriger par la suite. En tant que manager, une des règles qu'il a, en tout cas, je pense qu'il m'a inculqué aussi, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de tenter. Il faut tenter les choses, il faut essayer les choses. Donc, je pense que c'est sa marque de fabrique. On le trouvait très, très froid souvent, hein. Très froid, mais en même temps très chaleureux. C'est la timidité, la pudeur. Mais dès qu'il était en confiance, hein, à partir de ce moment-là, bon, ben, il était heureux. Mais parce que la pression que se donnait Serge à lui-même et que l'univers lui donnait était gigantesque. En fin de compte, bon, et en fin de compte, sa froideur de temps en temps, ou quand il paraissait coincé, c'était aussi une vraie protection, hein, parce que trop sensible dans le bon sens du terme d'ailleurs. Une de ses grandes qualités en tant que manager, il est à l'écoute, grande écoute. La deuxième des choses, c'est assez contradictoire quand on le dit, il est instinctif, réfléchi. Vous voyez, donc quelqu'un d'instinctif va réagir en ce moment, lui il est instinctif, donc il sent les choses et il est plutôt réfléchi, il ne va pas prendre n'importe quelle décision. Serge, il est porté par un doute permanent, une angoisse permanente, qui fait qu'il a des pudeurs et des timidités qui sont gigantesques, qui sont tous à son honneur d'ailleurs. Son moteur, ça a toujours été cette angoisse, qui lui a toujours donné l'envie d'être meilleur que les autres et d'être exigeant vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de lui-même. Il a toujours un respect énorme pour la Tour Eiffel qui est son père, Gilbert Trigano. Bon, ça pèse lourd, mais c'est tout à fait honorable, hein. Mon mentor, c'était mon père. Je veux dire, moi, la personne qui m'a guidé dans le monde des affaires, qui m'a donné ma chance de réussir, c'est cet homme assez exceptionnel qui était Gilbert Trigano, qui était un visionnaire hors pair, je veux dire, qui a eu la prémonition dans les années 50-60 de ce que l'industrie du tourisme allait devenir une des plus grandes industries du monde et qui a fait d'une petite marque franco-belge la première référence mondiale dans le monde des vacances. Tonnerre dans le monde des affaires. Le Club Méditerranée change de patron. C'est Philippe Bourguignon, le président d'Euro Disney, qui remplace Serge Trigano. Le fils du fondateur du Club Med était PDG depuis 1993. Il doit se retirer après avoir affiché des pertes supérieures à 700 millions de francs. Il y a eu des chocs, hein, parce que je pense qu'en 1993, ça a été dur. Parfois, c'est la résilience, hein. Il paraît qu'il faut avoir des chocs comme ça. Moi, je quitte le club en 97, très difficile. Pratiquement 30 ans dans cette maison et presque 50 ans. Enfin, je vivais club, je dormais club, je mangeais club. Enfin, toute ma vie était autour du club. Mon père nous parlait beaucoup du club, on en parlait, c'était un sujet. J'ai rencontré ma femme, enfin, j'ai été chef de village. Toute ma vie tournait autour de cette maison. Donc le jour où ça s'arrête, c'est assez violent, surtout que ça s'est pas fait dans une grande élégance. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et on est à une époque où ce sont les administrateurs, les actionnaires qui dirigent, pas les managers. Donc je sors, je suis remplacé par quelqu'un qui a une élégance moyenne avec laquelle ça se passe pas très bien non plus. Là, il y a une nouvelle équipe de techniciens, de gens qui arrivent de l'extérieur avec plein de diplômes, sûrement avec beaucoup de choses formidables à apporter, mais encore une fois, c'est pas notre conception à nous du management, de l'entreprise et de ce qu'on avait envie d'y faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se battre. Je veux dire, faire un hôtel dans le 20e arrondissement, quand 9 banquiers sur 10 vous disent c'est une bêtise énorme, il faut avoir envie d'y aller. Voilà, donc à mon avis, le seul petit conseil, c'est que si on a un projet, il faut aller au bout. Il faut mettre
tous ses sous, toute sa volonté, toute son énergie, et il se fera. Je nous souhaite de faire la même belle réussite qu'a eu le club avec ce qu'on est en train de faire avec le Mama Shelter. La première des qualités pour être un bon manager, c'est d'être humain et de bien connaître le métier. Je crois qu'on ne peut donner des ordres, on ne peut exiger de quelqu'un à condition de bien connaître la valeur du travail et, et le temps que cela va demander, ainsi que les efforts que cela va demander. Quand on voit les gens, maintenant, ils ne parlent plus, ils sont toujours avec leur BlackBerry. Donc en fin de compte, il y a un monde de grands managers qui vivent dans des salles de réunion avec leur BlackBerry, informés dans le monde entier, qui sont à un niveau très intéressant sur la globalisation de la mondialisation, mais qui oublient qu'il y a 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes qui, entre guillemets, le matin ont besoin de bosser. Voilà. Donc il y a un décalage. Donc je leur dirais, reconnectez-vous non seulement avec les nouvelles technologies, mais avec votre monde à vous de l'entreprise. Serge, je sais que tu as toujours eu le doute en toi, mais sache que de toute façon, tu restes quand même un grand. Serge, je voulais te dire que depuis que j'ai mis les pieds dans ce foutu Mama Shelter, tu m'as mis le bourdon. Enfin, le bourdon et une fierté en même temps. Je m'arrête, je meurs moi, donc je n'ai pas envie de m'arrêter.